C'est un son que redoute quiconque a déjà passé du temps avec un enfant. Enfin, c'est pas tant un son, c'est plutôt... C'est une absence de son. Ouais, le silence total. Voilà. Imaginons la scène. Un repas de famille, super bruyant, des rires, on a un petit qui joue avec une figurine sur le tapis du salon, et soudain, le jouet s'échappe des mains. Une chute brutale en arrière. Et puis, le silence. Un silence qui glace le sang. C'est le cauchemar universel, que ce soit pour les parents, les enseignants, le personnel en crèche. C'est ça. Le sang se glace, et il y a une seule question qui s'impose tout de suite, c'est que faire? Parce que la panique prend instantanément le relais de la raison. Totalement. Dans ces fractions de secondes, le temps semble se dilater, quoi. Notre cerveau archaïque qui nous hurle d'agir, de faire n'importe quoi, de secouer, de crier. Mais en fait, cette précipitation, c'est souvent le pire ennemi de la survie. Et c'est justement toute la puissance de notre exploration d'aujourd'hui. On va plonger dans les concepts fondamentaux mis en lumière par Christian Poutriquet à travers son ouvrage de référence sur les premiers secours spécifiques pour les enfants et les nourrissons. Et ce qui frappe tout de suite quand on se penche là-dessus, c'est que ce texte, c'est pas du tout un manuel médical aride ou une simple liste d'instructions froides. C'est un véritable guide d'autonomisation. Ouais, le but, c'est vraiment de transformer cette terreur paralysante dont on parlait en une mécanique d'action hyper précise. Si l'impensable se produisait là, maintenant, on se demande souvent si on saurait quoi faire dans ces toutes premières minutes fatidiques, avant même que l'ambulance n'arrive. Exactement. Et le postulat de base du livre, il est d'une clarté implacable. Les accidents arrivent vite, très vite. Mais des solutions simples, appliquées avec rigueur dès les premières minutes, ça sauve des vies. Et il faut bien préciser, ces gestes ne remplacent pas les médecins. Ah non, surtout pas. C'est le premier maillon indispensable de la chaîne de survie. Sans nous, sans ce premier maillon, les secours professionnels perdent une chance énorme. Bon, alors décortiquons un peu ça. Face à la panique qui nous paralyse, par quel bout on commence? Parce que l'instinct primaire, face à un enfant blessé, c'est de se jeter dessus pour le relever, sauf que le livre nous dit l'inverse. C'est très contre-intuitif, oui. Avant de toucher un enfant blessé, il faut s'arrêter. Figer le temps une seconde. On applique ce qu'on appelle la trinité SEA. SEA, donc, sécuriser, évaluer, alerter. C'est ça. La première étape, c'est l'évaluation des dangers. On se pose et on regarde. Y a-t-il un incendie, une fuite de gaz? Est-ce qu'on est sur une route très fréquentée? Ça me fait penser, c'est l'analogie classique des masques à oxygène dans les avions. On nous dit toujours de mettre notre masque en premier avant d'aider un enfant. Ouais, tout à fait. Sur le coup, ça paraît super égoïste, mais en fait, si on tombe dans les pommes, on ne peut sauver personne. Donc là, c'est pareil, si on s'électrocute en touchant l'enfant, la situation passe de tragique à catastrophique. C'est une excellente comparaison. C'est parfois très difficile d'imaginer devoir écarter des proches paniqués pour agir, ou ne pas se jeter sur la victime. Mais c'est crucial. On ne fait un dégagement d'urgence que s'il y a un danger réel, vital, immédiat et incontrôlable, genre un plafond qui s'effondre. Et même là, on ne tire pas l'enfant n'importe comment. J'ai noté que le dégagement, ça se fait par une traction, par les chevilles ou les poignets. Ouais, en gardant l'alignement tête-coutron, c'est fondamental pour ne pas aggraver une éventuelle lésion de la moelle épinière. D'accord. Donc, une fois la zone sécurisée, on passe au E, l'évaluation, le fameux bilan vital. Voilà. On commence par la conscience, on demande à voix haute serre-moi la main, ouvre les yeux. Si pas de réponse, on évalue la respiration. Et là, il y a une nuance biomécanique majeure concernant la bascule de la tête pour libérer les voies aériennes. Ah oui, la fameuse bascule. Chez un adulte ou un enfant de plus d'1 an, on bascule doucement la tête en arrière pour décoller la langue du fond de la gorge. Mais le livre insiste lourdement, jamais sur un nourrisson. Et super souple. Si on bascule sa tête en arrière, on plie carrément sa trachée, on écrase. Comme une paille en plastique qu'on plierait en deux, quoi. Exactement. Pour un nourrisson, on garde la tête dans l'axe, en position neutre. On soulève juste un tout petit peu le bout du menton. Et ensuite, le A de SOS, alerter. On compose les numéros vitaux, le 18 pour les pompiers, le 15 pour le SAMU ou le 112 en Europe. Avec cette règle d'or hyper importante, ne jamais raccrocher. C'est vital. On ne raccroche pas avant d'en avoir reçu l'ordre. L'opérateur au bout du fil, c'est pas juste un standardiste, c'est un guide. Il va donner le tempo, calmer la panique. Ouais, il prend en charge la charge mentale pendant qu'on agit. Bon, une fois qu'on a ce bouclier invisible en place, la zone est sécurisée, les secours sont en ligne. Que se passe-t-il si on affronte le cauchemar numéro 1 de l'étouffement? Ah, l'étouffement. C'est la menace silencieuse par excellence. Mais là,
Il faut faire une distinction absolue entre l'obstruction partielle et l'obstruction totale. Parce que les conséquences d'une erreur sont terribles. Si l'enfant tousse, c'est partiel. Et là, l'instinct, c'est de lui donner de grandes claques dans le dos. Et c'est la pire chose à faire. C'est fou le nombre de gens qui font ça. Si l'enfant tousse, ça veut dire que l'air passe encore. Si on tape dans le dos, le corps étranger peut bouger et bloquer complètement les voies respiratoires. C'est fou, on aggrave le problème. Totalement. En fait, la toux humaine est beaucoup plus puissante que n'importe quelle tape qu'on pourrait donner. Il ne faut surtout rien faire physiquement. Juste encourager l'enfant à tousser. Mais alors si c'est total, bouche ouverte, aucun son, le visage qui change de couleur, là c'est la panique. L'air ne passe plus du tout. Là, on entre dans l'urgence absolue. La méthode dépend de l'âge. Pour l'enfant de plus d'1 an, on fait 5 claques vigoureuses entre les omoplates, avec le talon de la main, pas à plat. Oui, le but c'est de créer une onde de choc. Et si ça ne marche pas, on passe aux fameuses compressions abdominales, la méthode de Heimlich. C'est incroyable la mécanique de ce geste. On se place derrière, un point entre le nombril et le sternum, et on tire vers le haut et l'arrière. Ouais, c'est de la pure physique. On comprime brusquement les poumons, ce qui crée une pression d'air énorme qui va littéralement éjecter l'objet vers le haut, comme un bouchon de champagne. Mais attention, ça c'est pour l'enfant. Pour le nourrisson, on fait comment? On peut pas faire Heimlich. Ah non, surtout pas de Heimlich sur un bébé. On risquerait de détruire ses organes internes, le foie, la rate. Pour le nourrisson, on le place à califourchon sur notre avant-bras, tête vers le bas, et on donne 5 claques dans le dos. S'il ne respire toujours pas, on le retourne et on fait des compressions sur le thorax, avec juste 2 doigts. Et on s'arrête dès qu'il pleure ou respire. Mais vous savez, ça soulève une peur très humaine chez beaucoup de gens. On a toujours peur de frapper trop fort, de briser une côte chez un tout petit qui a l'air si fragile. C'est une crainte super fréquente. Mais le livre la recadre de façon très claire. Le risque immédiat de l'étouffement total, c'est la mort. La mort imminente. C'est glaçant, mais c'est vrai. Donc l'hésitation est bien plus dangereuse qu'une claque vigoureuse. Une côte fêlée, ça se répare. C'est un moindre mal face à l'asphyxie. Il faut agir avec force. C'est une question de proportion, mais imaginons la course contre la montre. Que se passe-t-il si la méthode de désobstruction échoue et que l'enfant perd connaissance? Ou pire, si on le trouve déjà inconscient? C'est le point de bascule. C'est le moment critique. Là, tout dépend de la respiration. Si l'enfant est inconscient mais qu'il respire, on le met en PLS, la fameuse PLS. On le met sur le côté, on le couvre pour qu'il n'ait pas froid et on vérifie son souffle chaque minute. Ça permet d'éviter que la langue ne tombe en arrière ou qu'il ne s'étouffe s'il vomit. Exactement. Mais s'il ne respire pas, alors là, on est en arrêt cardiaque. Et il faut démarrer la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire. Là, on remplace le cœur de manière mécanique. Le livre décrit une mécanique très précise. 30 compressions thoraciques, suivies de 2 insufflations. 30 pour 2, oui. Et les compressions, il faut enfoncer d'1/3 du thorax. C'est profond. Ouais, j'ai été surpris par ça. 1/3, ça demande de la force. Et le rythme était freiné, entre 100 et 120 compressions par minute. C'est presque 2 par seconde, oui. Et bien sûr, on adapte à l'âge. Le talon d'une seule main pour un enfant et la pulpe de 2 doigts seulement pour un nourrisson. Et c'est là qu'intervient aussi le DAE, le défibrillateur automatisé externe, avec des électrodes spécifiques pour enfants s'il y en a. Ouais, et ce qui est fascinant ici, c'est l'aspect purement mathématique de l'urgence. La rapidité est cruciale. Le livre rappelle que chaque minute gagnée avant l'arrivée des secours augmente les chances de survie de 10%. 10% par minute, c'est énorme. La chaîne de secours ne souffre d'aucun délai. Mais bon, quittons ces situations de détresse cardiaque ou respiratoire extrême. Le livre aborde aussi les traumatismes du quotidien. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que nos réflexes naturels sont souvent complètement à côté de la plaque. Oh oui, les erreurs classiques. Prenons les hémorragies par exemple. La règle de base, c'est la compression locale directe. On appuie fort sur la plaie. Basique. Mais le saignement de nez, des générations entières dont la mienne ont grandi en entendant « penche la tête en arrière quand tu saignes du nez ». C'est un classique. Et c'est une grosse erreur. Si on penche la tête en arrière, le sang coule dans la gorge, l'enfant l'avale, ça peut le faire vomir, et surtout, on ne voit pas du tout la quantité de sang qu'il perd. Alors que le livre dit l'inverse. L'enfant doit s'asseoir, pencher la tête en avant et pincer ses narines pendant 10 minutes.
c'est la coagulation qui fait le travail. Tout à fait. Et en parlant d'instinct irrépressible, il y a la question des plaies graves, avec un corps étranger. Genre un bout de verre planté, l'envie première, c'est de l'arracher. Et ça, c'est le scénario de film hollywoodien par excellence. On retire le couteau en serrant les dents. Mais en vrai, c'est mortel de faire ça. La règle est absolue. On ne retire jamais, jamais un corps étranger d'une plaie. Parce qu'en fait, ce corps étranger fait paradoxalement office de bouchon. Il obstrue les vaisseaux sectionnés et empêche une hémorragie massive. Si on l'enlève, on ouvre les vannes. C'est exactement ça. On laisse la victime allongée ou assise, si c'est une plaie au thorax, pour faciliter la respiration. Et on attend les secours. Ah, et détail important, en cas de projection de sang sur le sauveteur, hygiène stricte après l'action. On se lave rigoureusement. Et pour finir avec les blessures courantes, les brûlures. La tasse d'eau bouillante renversée. J'imagine qu'on passe sous l'eau froide, non? Eau tempérée en fait, entre 15 et 25 degrés. Pas glacée alors. Non, le froid extrême aggraverait les lésions. Et il faut refroidir dans les 30 minutes qui suivent. Sous l'eau courante. Et on retire les vêtements imbibés d'eau chaude, j'imagine. Sauf, et c'est une exception qui fait froid dans le dos, s'ils collent à la peau. Oui, les matières synthétiques peuvent fondre sur la peau. Si on tire, on arrache tout. Donc si ça colle, on refroidit à travers le tissu et on n'y touche pas. C'est dur, mais tellement logique quand on y pense. Toute cette exploration, en fait, ça nous montre que la théorie est indispensable pour désamorcer la panique. Mais l'esprit du livre, c'est aussi de dire que ça doit s'accompagner d'une pratique physique. Complètement. C'est d'ailleurs fortement recommandé de suivre une formation PSC1. C'est prévention et secours civique de niveau 1. Ça dure environ 7 heures, c'est encadré par des professionnels. Parce que lire c'est bien, mais sentir la résistance d'un mannequin lors d'un massage cardiaque, ça crée une vraie mémoire musculaire. C'est indéniable. Et l'impact psychologique de cet apprentissage est immense. Savoir quoi faire, ça ne sert pas qu'au pire moment de la vie. Ça transforme complètement la façon dont on accompagne les enfants au quotidien. On passe de l'angoisse passive à une sérénité préparée. Et si on connecte ça à une vision plus large, je trouve qu'il y a une réflexion philosophique très intéressante là-dedans. Ah oui, laquelle? On vit dans une société où l'on délègue presque tout notre confort et notre sécurité à des systèmes, à des machines, tout est automatisé, mais les premiers secours, ça nous rappelle brutalement que face à la fragilité absolue de la vie, Ouais. la technologie la plus essentielle, la plus immédiate et la plus fiable, ça reste nos propres mains. C'est nous, l'humain, qui faisons la différence dans ces premières minutes. Nos propres mains comme première technologie de survie, c'est une pensée extrêmement puissante pour clôturer cette discussion. Un grand merci pour cet échange fascinant et surtout vital. On espère que cette exploration encouragera toutes celles et ceux qui nous écoutent à franchir le pas de la formation pratique. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et surtout, n'hésitez pas à vous former. À bientôt!